Après donc, cette mise en perspective, nous allons maintenant entrer dans des retours plus opérationnels, avec un regard directement issu du monde industriel. Et pour cela, nous allons accueillir Guillaume Cesse, qui est donc PhD et Lead Data Scientist chez Givaudan, s'il veut bien s'approcher. Voilà. Alors, vous aussi, donc en quelques mots, donc Guillaume, je vais vous présenter. Alors, vous êtes donc spécialiste de l'IA générative et des architectures avancées, LLM, RAG et agents. Chercheur associé à l'UPEC, vous menez des travaux en mathématiques appliquées, au traitement du signal et de l'image. Vous êtes un ancien consultant, ancien mais jeune quand même. Il est également très investi donc, dans la vulgarisation scientifique à grande échelle et vous allez aborder pour nous les fondamentaux de l'IA de confiance appliquée au métier. Je vous laisse. Parfait. Bonjour tout le monde. En effet, alors j'ai un parcours assez large, comme on vous a présenté. J'étais enseignant avant même, agrégé de mathématiques au lycée. Donc j'ai eu 7 ans d'enseignement au lycée avant de rejoindre un cabinet de conseil, enfin partir d'abord en tant qu'ancien chercheur à l'étranger, ensuite rejoindre un cabinet de conseil. Et aujourd'hui, cadrer une équipe autour de l'IA générative. Donc aujourd'hui, je suis chez Givaudan. Givaudan, ça ne parle pas à grand monde. C'est une entreprise qui crée des arômes et des parfums dans le monde entier. C'est une grosse multinationale à près de 20 000 employés qui a, qui a plusieurs structures dans le monde entier pour développer des outils pour générer des parfums et des arômes que vous retrouvez dans les produits du quotidien, vaisselle, lessive, savon, nourriture aussi, soda, chips, etc. Et aujourd'hui, ils ont besoin de créer des outils pour les métiers, donc des outils qui accompagnent la génération de formules et d'arômes, qui accompagnent leurs pratiques autour d'outils comme l'IA générative. Donc j'ai, avec une équipe, développé, d'abord tout seul, quand j'étais en cabinet de conseil, j'ai développé tout seul des premières briques d'IA générative à base de RAG, donc on vous a peut-être parlé de ça dans les précédents exposés, qui sont des IA qui permettent d'extraire de l'information et d'utiliser les LLM pour rajouter du contexte en fait, dans la requête que vous allez formuler à partir des informations extraites dans la base de connaissances de l'entreprise. Et aujourd'hui, on développe les premières briques à base d'agents, et donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est comment on arrive à une structure où une entreprise développe donc les premières briques d'intelligence artificielle en interne avec des équipes de data scientists pour réussir à faire en sorte qu'on ait une structure qui arrive à acculturer sur ce type de besoin aujourd'hui. Alors, j'espère que ça marche. Oui, ça marche, parfait. Donc, je vous ai fait une présentation de 2 minutes déjà de tout ça. Et donc là, je vais vous présenter qu'est-ce qu'une équipe un peu de data scientist et essayer de vous faire un peu de vulgarisation scientifique. Alors, je suis aussi youtubeur. J'ai une chaîne d'1 million d'abonnés qui s'appelle Science Trash et où j'ai fait une vidéo qui parle un peu de l'IA, justement, de l'intelligence artificielle et de son évolution dans notre société. Donc, je vous invite même à aller la voir. Ça va être un peu une redite de ce que je vais présenter ici. Ah, celui-ci. Ah oui, d'accord. Pardon. Merci. Donc, qu'est-ce qu'une équipe de data scientist? En fait, dans une entreprise, il faut comprendre qu'une équipe de data scientist va avoir plusieurs approches et va devoir en fait avoir différents rôles. Il faut comprendre qu'un data scientist, c'est pas juste un scientifique qui va être dans son coin à travailler uniquement sur ces modèles d'intelligence artificielle. Il va devoir un rôle quand même central qui va aller en fait de plusieurs étapes dans un projet, qui va être de l'idéation jusqu'à la mise en production de son application ou de son produit. Et le premier point, c'est d'avoir un rôle et des responsabilités qui sont clairement définis, parce qu'il y a différents types de métiers. Vous allez avoir des data engineers, des data architectes, vous allez avoir donc bien sûr des gens qui vont travailler sur des plateformes où on développe les modèles, où on développe la donnée. On va avoir des personnes qui vont aussi interférer, qui sont plutôt des product managers, qui vont essayer de porter votre produit. Vous allez avoir aussi des managers, des stakeholders qui vont prendre des décisions. Donc il faut définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun. Et le data scientist, c'est souvent l'une des premières briques qui apparaît parce que c'est la personne qui va structurer. Donc on doit avoir un rôle de structure. C'est pour ça qu'on définit aussi les règles, les bonnes pratiques qui sont nécessaires dans la mise en place d'un projet. Par exemple, un DIM, ce qu'on appelle un Director Innovation Manager, arrive et me présente son envie de développer son projet. Je dois cadrer sa demande, son projet, jusqu'où ça peut aller, quel est le cycle de vie qu'on va mener sur son projet et les différentes étapes qu'on peut mener avec le budget qu'il a.
Troisièmement, c'est justement la suite directe de ça, c'est définir ensuite le processus qu'on va mettre en œuvre pour développer son projet. On va devoir travailler avec différentes personnes, je vous ai dit, data architecte, data engineer, des développeurs front-end ou autres, hein, pour avoir une application qui soit pratique et utile. Donc ça, on doit formaliser les différentes activités qui vont devoir intervenir, définir le nombre de jours que chacun va devoir passer, le coût que ça va demander, mettre un budget et envoyer ça aux équipes. Et enfin, bien sûr, on passe à la quatrième, on va développer les outils et enfin les présenter. Et c'est la partie 4 surtout qui vous intéresse, c'est concrètement comment on développe ces outils et quel va être notre rôle pour le développer. Alors, quand même, avant d'aller là-dessus, un data scientist rentre dans une communauté, hein, donc c'est pour ça qu'on doit avoir des bonnes pratiques qui soient communes à l'ensemble des data scientists dans une entreprise, ce que j'appelle la communauté de pratique. On doit partager la connaissance, la collaboration, on doit réinventer un peu certaines pratiques qui sont peut-être aussi obsolètes, hein. Par exemple, j'ai un peu mis à jour toutes les pratiques autour de l'IA générative par rapport à ce qui avait été fait avant, parce qu'on a eu une évolution avec l'LM qui a été quand même assez conséquente ces dernières années. On doit avoir aussi une meilleure collaboration avec les différents métiers, comme je vous ai dit juste avant. Et enfin, c'est surtout faire en sorte d'avoir un apprentissage continu. Aujourd'hui, il y a les agents qui viennent d'émerger. On a mis en place, par exemple, une formation autour des modèles d'agents dans l'entreprise afin que tout le monde sache de quoi on parle, de quoi il retourne et de la limitation qu'il y a aujourd'hui. Et ça a été compliqué, par exemple, parce que vous avez des product managers qui n'ont pas forcément de connaissances scientifiques, qui ne savent pas forcément ce que c'est, par exemple, un modèle d'agent et qui pensaient qu'un modèle d'agent, quand on le développait au sein de leur application, ça leur appartenait. Ils avaient un agent qui était à eux et les autres n'avaient pas le droit de l'utiliser. Alors qu'en fait, quand on développe des modèles multi-agents avec donc des frameworks Python comme LangChain, LangGraph, etc., en fait, on ne fait que connecter un outil que d'autres personnes peuvent utiliser très facilement. Donc on ne va pas recopier du code, on va le mettre à disposition de tout le monde. Donc il faut acculturer les gens à pourquoi en fait un modèle d'agent peut être partagé, qu'est-ce que c'est exactement. Donc ça prend du temps, c'est de l'acculturation en entreprise. C'est pour ça l'apprentissage continu est vraiment très important. Alors, ça, c'était juste en quelques minutes, j'ai envie de dire, j'ai fait ça vite. C'était un aperçu de qu'est-ce que c'est une équipe de data scientist. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus maintenant au cœur. C'est juste un aperçu de qu'est-ce que c'est la data science et l'IA. Donc, comme je dis, là, on va faire un peu plus de vulgarisation en revenant aux bases. C'est, voilà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment ça a évolué au cours du temps, comment on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une équipe de data scientists qui travaille sur le développement d'outils d'intelligence artificielle. Alors, oula, ça a sauté des slides. Attendez. Non, c'est bizarre. 2 secondes. Non, c'est bizarre. Bon, j'avais des slides entre les deux. Bon, elles vont peut-être apparaître après. Donc, l'aperçu. Attendez, je regarde, hein, parce que ça, c'est normalement la 3e partie. Aperçu de l'IA. Et ça, c'est qu'est-ce que fait un data scientist? Il y a eu un petit saut. Oui, il y a eu un petit saut. Pardon. Ça, c'est la partie d'après. Hop, je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Bon, donc qu'est-ce que l'IA? Voilà la petite slide qui résume un peu qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Je n'aime pas trop cette définition, c'est pas la mienne. Là, j'ai repris en fait la définition de l'OCDE en reprenant un peu leurs mots. Moi, j'ai une définition qui est un peu plus large que celle de l'OCDE. Je reprends plutôt la définition qui est donnée dans l'AI Act. La définition qui est donnée dans l'OCDE est quand même très bien. Un système d'intelligence artificielle est un système basé sur une machine capable d'influencer son environnement et en produisant une sortie, que ce soit une prédiction, une recommandation ou décision pour un ensemble de données ou d'objectifs. Donc l'objectif, ça va être de créer donc une machine qui soit capable de réaliser différentes tâches, de la perception, de la modélisation, du raisonnement et enfin de restituer, de produire un résultat. Ça va suivre donc en fait une chaîne de raisonnement. Et l'idée, c'est de dire que le système d'IA, justement, vont être conçus pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie. Et tout le travail, des fois, c'est de chercher à automatiser ce niveau d'autonomie ou non. Il y a des personnes qui ont vraiment à cœur de chercher à davantage automatiser leurs intelligences artificielles, ce qui n'est pas forcément l'objectif parfois. Mais donc, nous, on passe en tout cas dans ces étapes-là, ces 4 étapes-là de percevoir, modéliser, raisonner et restituer un résultat sans forcément automatiser. Donc ça, ce sont un peu les termes de l'OCDE pour définir l'IA. Moi, j'ai quelque chose un peu plus large que je préfère utiliser pour définir l'IA, parce qu'en fait, on essaye surtout de restituer un comportement humain. Pour moi, une IA, ça peut être un peu plus large. C'est vraiment
plutôt essayer de restituer un comportement humain que juste parler d'un système qui va être une machine capable d'influencer son environnement. Donc ça peut se discuter, on a eu des débats avec des collègues longuement, mais bon, je vous laisserai la voir avec vous-même de comment bien définir l'intelligence artificielle, sachant que c'est un mot qui est compliqué à bien définir, parce que dans le mot intelligence artificielle, il y a un mot qui gêne beaucoup, c'est le mot intelligence, parce que où est l'intelligence dans tout ça? À vous de me le dire et de le chercher, c'est tout ce qui fait débat. Donc ça, c'est la frise chronologique que je réutilise souvent pour faire voilà, l'histoire un peu brève de l'IA au cours de la fin du XXe siècle et début du XXIe. Vous voyez que je n'ai pas continué 2023 parce que la frise n'est pas encore à jour. Et ce qui est intéressant ici, c'est de bien comprendre que l'intelligence artificielle n'a pas forcément démarré. Hein. D'ailleurs, au début, vers les années 50, hein, ça a démarré même avant, parce qu'il y avait quand même les principes philosophiques de l'intelligence artificielle qui étaient développés même dès l'Antiquité. C'est-à-dire vouloir restituer un comportement humain, ça date depuis bien longtemps. Leibniz, qui est un mathématicien et un philosophe, a écrit un livre qui s'appelle Die Arte Combinatoria, qui déjà, au cours d'une conversation, essayait de démêler le vrai du faux au cours d'une conversation totalement philosophique. Donc ça a été des approches déjà de chercher à créer des sortes d'algorithmes, j'ai envie de dire deux mots, pour déceler le vrai du faux au cours d'une conversation. Et donc les premières approches philosophiques de l'intelligence artificielle existaient bien avant le XXe siècle. Qu'est-ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui on voit émerger l'intelligence artificielle? Bien sûr, c'est la machine. C'est pour ça que les premières naissances d'intelligence artificielle a été bien portées grâce à Alan Turing, avec les premières machines qui sont apparues. Et les années 50 a vu émerger les premiers modèles d'intelligence artificielle avec son évolution que vous avez ici. Alors, dans son évolution, vous avez vu qu'on a les premiers modèles d'intelligence artificielle qui se sont développés entre les années 50 et 70, avant qu'on connaisse ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Donc il y a eu 2 hivers de l'IA pour le moment, c'est des périodes où en fait il n'y a pas de grosse révolution technologique. Après ces 2 hivers de l'IA, donc il y a eu surtout entre les années 70 et 90, donc c'est 1974-80 et ensuite 87-93, on a connu une émergence de l'intelligence artificielle avec des modèles que vous avez pu voir à plusieurs reprises, qui sont les modèles de réseaux de neurones, donc les modèles de réseaux de neurones qui ont été développés au cours des années 90 jusqu'à la fin des années 90, avec les modèles de Yann LeCun que vous avez connus, les CNN, hein, les Convolutional Neuronal Network, qui ont vu émerger plein de types de modèles, comme j'ai vu dans un des posters, un modèle YOLO, qui est juste une dérivée de tout ce qui a été lancé lors de la fin des années 2010. Donc, je ne vais pas aller sur tout le détail des modèles, mais en fait, l'IA s'est énormément développée au cours de ces années parce qu'en fait, il y a eu une émergence surtout des données. C'est les données qui nous ont permis à développer davantage d'intelligence artificielle. Et les données, elles ont été davantage accessibles grâce à une technologie qui est apparue à cette époque-là, qui est tout simplement Internet. Internet a permis à ce qu'on accède à une grosse base de données, hein, ça a été l'ère de la big data, et cette ère de la big data a permis de faire en sorte que les modèles évoluent, se transforment, et on arrive aujourd'hui en 2017 aux premiers modèles qui sont arrivés grâce à un article qui s'appelle Attention is all you need, qui est un article de Google qui a permis de poser les fondations sur un nouveau modèle qui a été développé, qu'on appelle les transformers, et qui ont vu l'IA générative exploser, parce que l'IA générative existait avant, hein. Générer de la donnée grâce à l'IA, ça existait avant, mais ce qu'on a appelé l'IA générative à proprement parler, c'est grâce à ces modèles où on a pu générer du texte, certes, mais aussi des images, ou même d'autres choses, hein. Dans mon entreprise, on fait l'IA générative pour générer des formules, rien à voir avec forcément qu'on peut croire, mais on génère des formules. Ça reste de l'IA générative. Et pour ça, on n'utilise pas forcément des modèles transformers, on utilise des modèles de reinforcement learning, des fois, ou des graphes neuronal network, des choses un peu plus exotiques. Et enfin, vous avez vu qu'à la fin de nos années 2021, 2022, 2023, hein, c'est les modèles LLM qui ont permis d'exploiter la connaissance, les contextes, etc., pour faire en sorte qu'on arrive à avoir des modèles qui soient capables d'apporter de la valeur dans les entreprises. Donc ça, c'est pour la petite partie histoire. Je pense que c'est intéressant de passer du temps quand même là-dessus, mais le temps nous est compté. Et comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la différence déjà qu'il y a entre les algorithmes traditionnels qu'on a pu connaître, qui déjà étaient capables de faire un système de raisonnement par rapport à ce qu'on appelle le machine learning, où cette fois, on utilise la donnée pour produire un résultat qui est capable de simuler un comportement humain. Donc, un programme traditionnel, ce qui va avoir en entrée, c'est ce qu'on appelle des valeurs d'entrée, hein, des input values. Ensuite, on a des règles qui s'ajoutent à ça pour produire un résultat. Nous, ce qu'on voit évoluer, c'est que l'intelligence artificielle a pour objectif de rajouter de la connaissance. Vous avez vu, on rajoute de la connaissance, que ce soit des bases de connaissances documentaires, par exemple pour des modèles RAG, hein, ou d'autres modèles même, ou pour des modèles de machine learning, des données. Et avec ça, on va créer un modèle
mathématiques souvent. Donc là, je ne le présente pas, mais c'est souvent des modèles mathématiques qui sont sous-jacents derrière tout ça. Et comprendre le modèle mathématique est essentiel. Quand une personne, par exemple, vient me présenter son modèle YOLO, on attend à ce que la personne soit capable de comprendre le modèle de convolution qui a des couches dans son modèle YOLO, parce que c'est essentiel pour comprendre comment fonctionne correctement un modèle YOLO. Si vous développez un modèle YOLO, c'est essentiel de bien comprendre comment vous avez en fait modélisé vos couches de convolution. Bon, c'est un exemple, mais c'est essentiel de bien comprendre comment, en tout cas, on arrive à la dernière étape, qui est l'utilisation de la donnée pour créer un modèle qui soit capable de restituer un résultat. Et ce modèle mathématique, il faut toujours le garder en tête. Quand on fait de l'IA générative, d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'on utilise une sorte de boîte noire qui sont les LLM, grâce à un modèle de Transformers, mais derrière, il faut comprendre qu'il y a un modèle aussi mathématique, même si on n'a pas toute sa compréhension des fois, parce que comme il y a des réseaux de neurones, les réseaux de neurones laissent une petite boîte noire sur la façon dont on peut revenir au résultat en arrière. C'est vraiment revenir, si vous avez par exemple un output de votre modèle LM, est-ce que vous êtes capable de me dire l'input? Vous allez voir qu'on ne sait pas le faire, même mathématiquement. C'est normal, c'est parce qu'il y a une partie qui est un peu compliquée, et une partie qui est un peu boîte noire. Mais malgré tout, il faut comprendre chaque étape de votre modèle pour pouvoir le contrôler de bout en bout. C'est pour ça qu'on classe un peu les modèles en différentes catégories. Donc, vous avez ce qu'on appelle le supervised learning, les modèles supervised learning qui sont basés sur la génération de règles apprises à partir de jeux de données. Donc, c'est tout simplement tout ce qui est tâches de classification, de régression. C'est là où en fait on a labellisé la donnée. Vous avez une donnée qui est labellisée, c'est-à-dire vous avez par exemple des informations et on vous dit que cette information correspond à soit un chien, soit un chat. Donc, la donnée, on dit qu'elle est labellisée, c'est-à-dire que vous savez ce que la donnée correspond à un chien ou à un chat. Donc dans ce cas-là, vous êtes capable de faire de la classification, par exemple. Si je vous donne plein d'informations sur des logements et que je vous donne son prix et que je vous demande de prédire le prix, vous êtes capable de faire une tâche de prédiction. C'est ce qu'on appelle de la régression. Donc aujourd'hui, tout ça, ce sont ce qu'on appelle donc, du supervised learning model. Et ensuite, vous avez la partie où, cette fois, on ne labellise plus la donnée. C'est-à-dire que je vous donne pas je vous donne pas de label. Donc ici, vous êtes basé sur uniquement de l'identification de motifs cachés. Il n'y a plus de labellisation, et vous devez faire de l'association ou du clustering. C'est ce que fait par exemple le modèle YOLO lorsque vous voulez isoler une personne et savoir quelle est cette personne. Donc ça, c'est pour regrouper les éléments ou pour faire des règles d'association. C'est des choses qui sont très souvent utilisées. Ce qui m'intéresse souvent le plus, moi, c'est ce qu'il y avait avant, justement, ces modèles Transformers qui sont très utilisés et qui est très pratique. Si vous voulez, par exemple, résoudre un problème, je ne sais pas, de labyrinthe, trouver le plus court chemin dans, je sais pas, dans un labyrinthe ou une solution à un problème qui est lié à un modèle de jeu, ce qui est intéressant, c'est que le reinforcement learning est exactement là pour ça. Parce qu'il a pour objectif, justement, donc, d'être un agent qui cherche, à travers des expériences, à itérer, à optimiser une récompense au fil du temps. Et donc souvent, on a tendance à aller vers des modèles qui ne sont pas forcément les plus adaptés, comme les modèles LLM, alors que ces modèles-là de reinforcement learning existent encore. Et j'ai un collègue qui est passionné par ça, parce qu'il sort de Télécom, et à Télécom, je ne sais pas pourquoi, ils ont une passion pour les reinforcement learning, et ça lui a permis donc de montrer à quel point ces modèles-là peuvent être très très pratiques, même en entreprise. Ok. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs domaines d'application, bien sûr. Vous avez les domaines d'application qui peuvent être sur des données structurées, des séries temporelles, du traitement de langage, de la vision par ordinateur, de l'IA vocale, de la robotique. Bon, vous avez plein de domaines d'application qui sont divers et variés. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai un projet temporel parce que j'ai une thèse, en fait, quand même, sur le traitement du signal. Enfin, en mathématiques pures, c'était sur plutôt de l'analyse de séries de processus stochastiques et de séries fonctionnelles assez complexes. Donc bon, j'ai quand même pris un projet sur les séries temporelles où on doit prédire l'évolution du prix d'achat de la matière première, ce qui est quand même assez compliqué. Alors pas le prix d'achat exactement, en fait on va prédire plutôt la variation du prix d'achat, ce qu'on appelle une PPV. Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants en entreprise et qui demandent à bien comprendre la donnée et les modèles justement qui sont sous-jacents. Donc voilà, on est sur un modèle de machine learning classique. Et les autres points où je travaille souvent en entreprise, c'est plutôt donc sur la partie de traitement du langage naturel, bien sûr, puisque je développe des modèles d'agents et des modèles à l'aide des LLM. Et enfin, il y a aussi de la donnée structurée, parce qu'on manipule des tables de données, beaucoup de tables, et il faut savoir extraire les bonnes informations de ces tables de la façon la plus intelligente possible. Donc il faut faire des modèles où on utilise des name entity recognition pour extraire les bonnes informations d'un prompt, vérifier dans les tables que les informations qui sont extraites dans les prompts sont dans les tables et qu'on peut bien les extraire du coup des tables, faire l'extraction. Il y a plein d'étapes intermédiaires pour bien exploiter la donnée structurée en entreprise pour en faire de la valeur qui va être utile pour les modèles LLM et les agents. Donc il faut faire les choses très intelligemment.
Et enfin, donc, bien sûr, je n'ai pas parlé énormément de l'IA générative, mais l'IA générative est donc un sous-domaine de tout ce que je vous ai présenté dans l'IA, le machine learning, le deep learning. Donc le deep learning, qui sont les modèles de réseaux de neurones que vous avez dû entendre parler dans pas mal de précédents exposés. L'IA générative est quand même un domaine, vous avez vu, qui est en intersection avec plein d'autres domaines, qui soit le NLP, Natural Language Natural Language Programming, qui sont tout ce qui est, par exemple, création de modèles de langage, avec les LLM. Vous avez aussi du computer vision, pour la génération d'images. Donc vous avez vu que l'IA générative est en intersection avec plein de domaines et qui permet de faire plein de choses. Donc, je ne vais pas détailler plus, je pense que vous connaissez très bien l'IA générative là-dessus, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA générative peut être unimodale, c'est-à-dire qu'on a une instruction, un prompt, et avec ça, on va utiliser un modèle pour restituer un résultat, mais en fait, elle peut être aussi, ce qui m'intéresse que vous gardiez en tête, qu'elle peut être aussi multimodale, c'est-à-dire vous êtes capable de décrire, de décrire une image, de décrire plusieurs instructions, en fait. Vous pouvez envoyer une image et du texte. L'image peut être décrite et ensuite envoyer à un modèle qui va être capable de renvoyer en sortie différents types d'informations, que ce soit du texte, une image ou du son. Donc, faut vraiment garder en tête que l'approche unimodale n'est pas forcément l'unique approche qui existe dans l'IA générative. Voilà, donc pour avancer et aller vers la conclusion de tout ce que je vais vous présenter sur comment l'IA s'intègre dans une entreprise, vous avez vu qu'on s'intègre à différents niveaux en fait, d'un projet. Ça, c'est tous les niveaux qui structurent un projet en entreprise et auxquels un data scientist ou même d'autres personnes interviennent, que ce soit l'idéation, structurer, cadrer un projet. C'est ce que fait souvent plutôt voilà, les personnes qui sont en amont, donc des managers, des gens qui sont plutôt lead et qui vont arriver pour cadrer, définir un problème et savoir comment on peut démarrer une exploration dessus. L'exploration va être menée donc, par pas mal de personnes pour creuser sur le projet avec la phase d'expérimentation aussi. Et enfin, il y a une décision qui est, vous voyez, la barre du go-no-go. C'est des stakeholders qui vont décider si votre projet a de la valeur et si ça vaut le coup d'aller plus loin et de mettre de l'argent dessus pour que vous le développiez. C'est une étape très importante. C'est là où on espère de pouvoir tester et aller plus loin sur ce qu'on a fait déjà dans les étapes d'avant. Il faut savoir que dans les entreprises, il y a de plus en plus de pôles innovation qui permettent justement d'avoir plus facilement cette frontière entre le go, no-go, c'est-à-dire ce passage de gauche à droite qui soit fait plus facilement parce que aujourd'hui, innover, c'est aussi prendre des risques. Et donc prendre des risques, ça permet d'aller plus loin. Et enfin, la partie industrialisation et UAT, c'est là où on va en fait essayer de stabiliser une solution pour le mettre en test auprès des métiers. On va mettre l'application auprès des métiers, restituer les résultats. Et c'est aussi le travail du data scientist, d'aller voir les métiers, de voir comment ils restituent les résultats, qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié, comment itérer sur ce qu'on a mis en place pour essayer de perfectionner notre modèle. Et c'est essentiel aujourd'hui de passer du temps là-dessus. Donc vous avez vu que le travail scientifique que vous menez à l'université, que ce soit en maths, en informatique, c'est important, mais ça demande aussi beaucoup de soft skills, des petites compétences importantes de communication, de gestion d'un projet, de transdisciplinarité avec les autres personnes avec qui vous allez intervenir. Il ne faut pas s'arrêter juste à la partie scientifique, et ça s'apprend. Donc ça s'apprend sur le tas. Et enfin, vous avez la mise en prod qui est un peu l'horreur, j'ai pas envie d'en parler, j'ai un traumatisme. Mais la mise en prod, c'est la partie où vous lancez votre application à plus de 10 000, 20 000 utilisateurs d'un coup. Donc il faut scaler votre application et souvent, qu'est-ce qui arrive ? Ça plante, il faut trouver où ça plante. Donc c'est pour ça que c'est des traumatismes pour pas mal de data scientists ou pas mal de gens qui sont en tout cas dans le développement de solutions IA parce que quand on passe en mise en production, on sue. Voilà. Bon, et pour finir sur cette partie-là, voilà, vous pouvez en fait essayer, c'est ce que j'envoie, ça c'est un peu la slide que j'envoie en fait aux équipes pour cadrer. Lorsqu'on doit cadrer, en fait, on doit vraiment penser à différentes choses. Comment, en fait, je leur dis le problème que vous devez vous poser aux équipes qui souhaitent développer une solution. Voilà, réfléchissez à comment vous pourriez résoudre un problème grâce à la science des données. C'est-à-dire définir le problème proprement. Quel est le problème que vous souhaitez résoudre, la portée et l'exigence que vous souhaitez porter par votre problématique, la disponibilité des données que vous avez et leur qualité, vérifier que vous avez accès aux données. Dans mon entreprise, par exemple, on est garant à faire attention aussi aux données auxquelles on a accès. Il y a des data owners. Si vous voulez accéder à des données strictement confidentielles, il faut le savoir, il faut demander des autorisations et c'est important. Par exemple, il y a souvent des gens en innovation qui veulent aller vite, squeezer et sauter ces étapes-là, mais en fait, on ne peut pas. Vous n'avez pas accès forcément à toutes les données. Et donc là, on est obligé, nous, data scientists, de mettre même des freins un peu à certaines personnes en disant « Attendez, c'est des données confidentielles, je ne peux pas y toucher ». On est
obligé de faire attention à cet aspect-là. Le public qui va être ciblé, hein, si c'est des parfumeurs, des aromaticiens, si c'est des gens du marketing, connaître son public, c'est important. On doit adapter nos prompts souvent en IA générative en plus, donc on fait attention vraiment au public cible qu'on a, hein, parce que c'est important pour le prompting. C'est important de connaître les requêtes qu'ils vont poser, c'est important d'avoir une connaissance de notre public en détail, donc je passe beaucoup de temps vraiment sur ces parties-là, parce que c'est des parties très sensibles quand même lorsqu'on définit un projet. Les indicateurs de performance et suivi, hein, ce qu'on appelle les KPI, souvent qui sont essentiels pour restituer. C'est pour ça que je vous allez voir dans ma dernière slide, j'essaye de pousser vers des IA davantage éthiques et responsables, avec un aspect de monitoring, de traçabilité, d'observabilité. On doit avoir un contrôle de ce qu'on développe pour pouvoir aussi le restituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur, j'ai envie de dire, un peu une bulle de l'IA générative. Mais pour pas que cette bulle éclate à la figure des entreprises, il faut être capable justement d'évaluer la valeur qu'apportent les solutions que vous développez. C'est essentiel. Donc l'indicateur de performance et de suivi, il faut qu'on soit capable de définir ces indicateurs proprement. Faire des maintenances et mises à jour, pensez à ça. Vous voulez laisser un framework, est-ce que votre framework est bien maintenable? Est-ce que vous pouvez mettre correctement à jour ce framework? C'est très bien, LangChain, quand ils étaient en version 0.1, 0.2, 0.3, pour les gens qui ont fait de l'IA générative. Mais le problème des versions 0.1, 0.2, 0.3, c'est que le jour où il y a la version 1.1 qui a une nouvelle fonctionnalité que vous voulez implémenter, ça vous demande de changer tout votre code. Et là, c'est dramatique, ça demande du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette partie-là. Maintenant, c'est mise à jour. Vous devez avoir une architecture claire, vraiment très réfléchie. Et donc là-dessus, on passe du temps avec des architectes. Là, c'est pas des data scientists, c'est plutôt des architectes solutions à bien réfléchir aux solutions qu'on met en place dans une entreprise. L'aspect éthique et légal, bien sûr. On a un aspect aujourd'hui où l'IA doit être responsable. Je vais la détailler un peu juste après, donc je ne vais pas m'étendre ici. Et enfin, choisir le meilleur modèle, la meilleure solution. Donc ça, c'est aussi le cœur du travail du data scientist, où je n'ai pas ici voulu trop développer, parce que vous allez avoir d'autres exposés, je pense, qu'ils vont le développer. Alors, l'acculturation à l'IA de confiance. L'acculturation à l'IA de confiance, c'est quoi? Alors, normalement, je passe beaucoup plus de temps. En 20 minutes, c'est difficile de parler d'IA de confiance. Mais concrètement, c'est un problème qui rentre dans un contexte où aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a de multiples cas d'usage à l'IA, en tout cas aujourd'hui, qui se développent dans les entreprises. Bon, là, ici, en 2022, c'est Gartner qui a proposé ici de montrer que 87% des entreprises interrogées ont lancé au moins un algorithme d'IA en 2022. C'était il y a 3 ans déjà. Vous imaginez aujourd'hui que c'est un sujet qui est vite devenu à la mode. Donc ça vient de mon ancienne boîte de consulting, qui est Quantmetry, qui a été rachetée par Capgemini. Et on a remarqué que tout ça, c'est accompagné de plusieurs risques et d'exposition lorsque des entreprises se sont emparées de ce sujet et mis en place ces premières solutions. Parce que vous avez vu dans les médias, on a parlé par exemple à un moment où il y a les voitures autonomes, des accidents qu'il y avait à certains moments de Tesla qui s'arrêtaient sous impôt aux États-Unis, lors des premiers modèles, GPT-3 qui a été utilisé dans le domaine médical, et on a entendu même dernièrement TikTok qui faisait des recommandations de vidéos un peu problématiques auprès des jeunes, Amazon aussi qui avait un problème au niveau du recrutement parce qu'il n'était pas forcément éthique sur la façon dont les postes de haute responsabilité étaient partagés entre les hommes et les femmes. On pourrait en parler longuement, il y en a eu plein. Il y avait aussi la police de New York qui était localisée dans certains secteurs recommandés par une IA. Tout ça, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne ScienceRach. Si vous voulez la voir, allez la voir. Je reparle de tout ça un peu plus en détail. Je fais ma pub. Et enfin, la dernière partie, c'est les conséquences qui sont déjà fortes, bien sûr. Pourquoi? Pour une entreprise, c'est l'image de l'entreprise, c'est des coûts qui sont liés. Et enfin, c'est plein de problèmes de délai et qui va ralentir les process de l'entreprise, mais c'est surtout que la législation qui va se mettre en place va être de plus en plus restrictive auprès de l'entreprise sur certains niveaux. C'est pour ça que l'AI Act a été développé. Donc normalement, je fais une présentation des heures sur l'AI Act, mais ici, c'est quelle est en fait l'obligation que va imposer l'AI Act. En fait, selon le niveau de conformité de vos intelligences artificielles et à qui elle est exposée, vous allez avoir différents niveaux en fait, d'obligations. Soit ça peut être du risque minimal. Imaginez, vous développez une simple intelligence artificielle dans un jeu vidéo. Ici, vous êtes sur un risque minimal. Ce qu'attendra l'AI Act, c'est juste que vous mettez en place des guidelines, c'est-à-dire un guide d'utilisation des IA, une transparence qui soit au niveau des métiers, etc. Mais si vous mettez des systèmes d'IA un peu plus sophistiqués, dialogue, images, etc., là, les risques sont limités. C'est de la transparence. C'est un peu ce qui est demandé en ce moment par les plateformes de vidéos. Si vous allez sur YouTube, par exemple, aujourd'hui, il est demandé aux créateurs de prévenir lorsqu'il y a une IA qui est utilisée. Donc, on est plutôt sur des risques limités où il faut ici des obligations de transparence. Donc, cette évolution, elle apparaît de plus en plus à différents niveaux. En fait, les niveaux qui vont être les plus contraignants, c'est quand on arrive au niveau du haut risque. Donc là, c'est quand ça touche des infrastructures.
donc critique, formation, examen, emploi, recrutement, etc. Et là, c'est en fait un niveau de certification. Et là, l'Union européenne est en train de mettre en place, ça se fait doucement, hein, mais mettre en place des bases de données sur lesquelles ces IA vont devoir être référencées pour avoir justement une certification de risque sur ce niveau-là. Et ça, c'est essentiel. On est arrivé à, vous avez un simple guideline transparence à un niveau là où il faut carrément une certification. C'est pour ça, selon le niveau de risque, ça peut avoir des réglementations plus ou moins restrictives. Et enfin, la dernière, c'est la menace évidente, bien sûr, sur l'IA. Voilà, alors je n'ai pas eu le temps de passer concrètement, mais vous avez vu que si je reviens en arrière, j'avais une slide qui présentait les différentes tâches d'un data scientist, qui était comprendre un problème. Alors, je ne sais pas pourquoi elle clignote. Voilà. Comprendre un problème, trouver les données, analyser les données, nettoyer les données, construire des modèles, tester, optimiser, créer des restitutions et visualisations afin de communiquer, automatiser. Vous voyez, tout ça, c'est le travail cœur d'un data scientist. Et autour de ça, son travail, il s'étend autour de tout le travail de communication, de coopération avec les métiers, de contrôler ce qu'on met en place. Et ce travail, il est beaucoup plus large que juste en fait, ce que vous apprenez un peu à l'école, qui sont ces 8 items clés du métier de data scientist. Voilà, je voulais finir là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va être un peu pris par le temps, mais j'avais quand même une question à vous poser. Comme nous avons ce matin pas mal d'étudiants avec nous, vous avez fait la mention des soft skills, dans les compétences que les data scientists, ou en tout cas tous les professionnels de la data science doivent avoir. Qu'est-ce que vous observez, vous, actuellement, en termes de proportion dans les recrutements de professionnels de la data science de la part de ces soft skills? En fait, c'est vrai que quand on travaille en entreprise, quand on quitte le monde de l'école et qu'on part dans le monde de l'entreprise, un des points qui fait un peu, je ne sais pas, moi j'ai remarqué ça surtout avec des étudiants qui étaient en thèse, qui n'avaient pas l'habitude, en fait, arriver en entreprise, d'être davantage proactif. C'est-à-dire être vraiment, avoir assez de prendre des initiatives des fois pour porter des sujets, pour amener des sujets. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on travaille dans le public, parce qu'on n'est pas sur un travail collaboratif avec des équipes qui sont, je ne sais pas, divers et variés, des architectes ou autres, pour porter des sujets. Dans l'entreprise, c'est nécessaire. On doit porter des sujets. C'est essentiel. Donc, et ça, on ne l'a pas forcément lorsqu'on fait cette passation. Et ça, je remarque que c'est quelque chose qui manque de plus en plus, cette proactivité, en tout cas dans l'énergie de vouloir porter des sujets ou des points importants. Et aussi, plutôt, le recul, mais ça s'apprend en fait plus dans l'entreprise, le recul de l'architecture d'une entreprise. Moi, je suis dans une entreprise, vous en doutez, assez tentaculaire, vu qu'elle est très grosse. Donc, il y a plusieurs divisions. Il faut savoir prendre du temps. Ça prend du temps de remonter des informations, de faire en sorte que ça monte. Par exemple, on est en train d'essayer de structurer une plateforme de management des agents. Pour faire ça, ça demande de prendre son temps, d'avoir la patience de communiquer avec toutes les personnes, tous les stakeholders. Et tout ça, ça demande une certaine maturité, je pense, de discussion, de niveau de discussion. Ok, merci. Oui, j'ai une petite question. Alors. Oui. Un commentaire sur YOLO V8. Simplement, il faut comprendre, vous avez les mains dans le cambouis, vous avez toutes les cartes, vous avez été enseignant, vous avez été agrégé de mathématiques, PhD, doctorat en mathématiques, et vous dites, voilà, l'étudiant qui ne sait pas expliquer ce qu'il y a dans le petit réseau de neurones à une passe de YOLO, à savoir la segmentation d'images, sachant qu'il a avec moi 4 heures là-dessus en 5 ans. On a eu ça en entretien. J'ai envie de dire à nos étudiants et leur donner quand même confiance dans le futur. Et pour moi aujourd'hui, et pour eux peut-être demain, YOLO c'est un clou. Est-ce qu'ils ont besoin de savoir comment est fait le clou pour le planter? Voilà. Je vais être dur, mais en entretien, on l'a posé la question. Parce que YOLO, ça a été un sujet d'entretien, parce que c'est les fondements, et on a besoin de fondements pour construire tout ce qu'il y a autour. Ça reste un clou essentiel. Et sans les bases... Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça, je sens ces discussions à mener, ça dépend des masters, de quels ils viennent. Automatiquement. Mais ça dépend en fait des formations. Quand on recrute un étudiant de télécom ou centrale selon la formation de master, je m'attends aussi à un niveau d'exigence différent. Ça dépend aussi de qui on recrute. Quand je recrute un data scientist qui va travailler sur de la computer vision, qui ne sache pas les bases de comment fonctionne un modèle YOLO, moi ça va un peu me déranger personnellement, parce que c'est sur ce qu'il va travailler. Si c'est quelqu'un qui va travailler plutôt sur l'IA générative, des modèles agentiques avec moi, ça va moins me déranger, bien sûr. Et je sais que c'est difficile pour les enseignants. Je sais. Alors, est-ce qu'il y avait encore une question dans l'auditoire? Pas de main levée. Bon, si vous en avez, Guillaume reste à votre disposition pendant le temps de pause ou de déjeuner.
Et